Tu termines ton backtest avec 20 trades. Sur le papier, t'en as gagné 12 et perdu 8. Sauf qu'en regardant de plus près, tu décides d'en retirer 2 parce qu'il y avait une annonce économique. Puis un troisième parce que la session était bizarre. Un quatrième parce que normalement, tu aurais dû voir cette liquidité. Et puis, allez, soyons fous, un dernier parce que tu considères que finalement, l'entrée n'était pas du tout conforme. Ton résultat vient donc de s'améliorer. Mais est-ce que ta stratégie s'est vraiment améliorée avec lui? Ou alors, est-ce que tu viens simplement de retirer toutes les occasions où elle pouvait te donner tort? Allez, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une idée que j'ai trouvée chez Karl Popper. Alors, Karl Popper, c'est pas un trader, c'est un philosophe qui a notamment travaillé sur une question assez simple à formuler. Comment est-ce qu'on distingue une théorie scientifique d'une idée qui arrive toujours à retomber sur ses pieds? Son idée, en la simplifiant beaucoup, c'est qu'une théorie sérieuse doit prendre un risque. Elle doit nous permettre d'imaginer une observation qui nous obligerait à reconnaître qu'elle est fausse. Et lorsque j'ai remis cette idée dans le trading, et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je me suis demandé combien de stratégies prenaient réellement ce risque. Parce que tous les traders, les influenceurs, tous ceux qui vont te partager leurs idées, leurs stratégies et même leurs élèves vont te dire qu'ils testent. Oui, on teste tous nos stratégies. Mais parfois, on ne les teste pas vraiment. En fait, on cherche surtout une façon de les conserver. Alors, imagine une stratégie qui gagne. La conclusion, elle est facile, elle fonctionne. Maintenant, elle commence à perdre. Tu peux expliquer que le marché était manipulé, que la volatilité était inhabituelle, que l'annonce économique a faussé le mouvement, et que le setup était presque bon, mais pas complètement. Alors, tu as simplement mal exécuté. Après tout, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Alors, chacune de ces explications peut être valable. Mais le problème commence lorsque tu en trouves systématiquement une nouvelle après chaque perte. Et pour tous ceux qui ont suivi des canaux de trading et de signaux, vous voyez exactement de quoi je parle. Et alors, à ce moment-là, la stratégie, elle peut toujours expliquer ses gains. Quand ça marche, c'est parce qu'elle marche. C'est simple. Et elle pourra toujours survivre à toutes ses pertes. Après tout, il y a la théorie des grands nombres et la stratégie, elle est rentable. Quand on perd, c'est qu'on n'a pas exactement suivi la stratégie. Finalement, aucun résultat ne peut réellement la remettre en question. Et en réalité, ce qui se passe à ce moment-là, tu ne sais plus réellement si tu es en train de suivre ou de posséder une stratégie robuste ou alors une histoire suffisamment flexible pour expliquer tout ce qui vient de se passer. Et oui, il y aura toujours quelque chose. Un trade, une excuse, des trades qui passent miraculeusement au milieu de la nuit et qui remontent les comptes, alors que la stratégie ne prévoyait pas ce genre de situation. Mais oui, après tout, mais non, ne vous inquiétez pas. La stratégie, elle marche, c'est juste que pour vous, je préfère vous mettre un cadre temporel, c'est-à-dire votre session de Londres ou de New York ou ce que vous voulez. En tout cas, ne faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. Ou alors, le vocabulaire, technique suffisamment bien utilisée pour rendre toute excuse crédible. Ah non, attention, il y a eu du ghost, il y a eu de l'iceberg, il y a eu du spoofing, le slippage, et que j'en passe. Alors oui, toutes ces choses existent. Mais si elles viennent vous permettre de vous dédouaner de votre situation juste parce que vous avez pris un mauvais trade et que vous n'êtes pas capable d'en assumer les conséquences, tu as compris. Plutôt que de t'améliorer à chaque fois que tu allais prendre un but, donc un stop loss qui allait t'apprendre quelque chose, eh bien à chaque fois, à ce moment-là, tu as déplacé les poteaux du but. L'exemple du signe noir, lui, il fonctionne bien pour comprendre Poppers, mais il a quand même une limite, car lorsque on le ramène au trading, il y a des choses qui vont forcément changer. Alors, si tu ne sais pas c'est quoi le signe noir, on en a déjà parlé avec notamment les travaux de Nassim Taleb, et en fait, c'est l'idée que si j'affirme que tous les signes sont blancs,
Il suffit d'en trouver un seul noir pour me donner tort. En fait, on a tendance à faire des généralités, à en faire des règles, mais qui peuvent s'écrouler grâce à la découverte d'une seule thèse, d'un seul élément qui va venir contrecarrer tout ce que l'on a affirmé. Le problème, c'est qu'une stratégie de trading, ça n'affirme pas qu'elle va gagner tous ses trades. Elle peut parfaitement en perdre 3, 5, 10 et continuer de fonctionner comme prévu. Alors, un trade perdant ne joue donc pas le rôle du signe noir. Ce qui peut donner tort à ma stratégie, c'est plutôt une série de résultats suffisamment importants pour pouvoir la comparer à ceux que j'attendais d'elle au départ. Prenons quelque chose de très simple. Si je décide de tester une stratégie sur 100 trades, avant de commencer, j'écris ce que je cherche, une espérance plutôt positive, et que je ne veux pas dépasser un certain drawdown, et que tous mes trades devront respecter les mêmes règles d'entrée. Bon, un backtest en soi tout à fait normal. Au bout de 100 trades, l'espérance est négative. Je peux chercher des excuses pour retirer certaines pertes, je peux modifier mes règles après avoir vu les résultats, je peux aussi reconnaître que dans les conditions où je l'ai testé, ma stratégie n'a pas réussi le test. Comme condition, on peut avoir de la consolidation, de l'extension, du retracement sur nos hauts time frames par exemple. Et tout ça, ça ne prouve pas qu'elle ne fonctionnera jamais sur aucun marché, dans aucune condition. Mais je ne peux plus affirmer que mes données actuelles la valident. Et c'est là que l'idée de Popper, elle devient utile pour le trader. Avant de tester une stratégie, il faut décider ce qu'elle affirme, comment on va la tester et quel résultat nous obligera à la remettre en question. Cela nous amène donc à 3 éléments du test. Donc, vous l'avez compris, il y a donc 3 choses à définir avant un test. L'hypothèse, le protocole et le critère d'échec. Premièrement, l'hypothèse. C'est qu'est-ce que tu affirmes exactement. Pas juste est-ce que cette stratégie elle est bonne, ok. Quel est le setup, sur quel actif si ça importe pour toi, pendant quelle session, ou quel macro, ou quel horaire clé, dans quel contexte la stratégie est censée fonctionner. Ça peut être plusieurs contextes, attention, t'es pas obligé d'en choisir un, mais tu dois le définir proprement dès le départ. Avec quel type d'entrée, de stop loss et d'objectif. Plus ton affirmation reste vague, plus elle pourra s'adapter après coup. Tu as compris, le piège, c'est de faire une affirmation bien trop vague, parce qu'à ce moment-là, tu auras du mal à décrédibiliser ta propre hypothèse. Ensuite, tu as ton protocole. Comment est-ce que tu vas recueillir tes résultats? Combien de trades? Quelles données? Quelle période? Quelles sont les conditions qui vont rendre ce test ou un trade alors éligible? Quelles sont les informations qui doivent être notées avant d'entrer? Et oui, on parle de data, notamment on peut utiliser le journal de trading EDGX pour cette collecte de data, mais on parle aussi de psychologie, d'émotionnel. Comment est-ce que je me sentais? Qu'est-ce que j'ai projeté avant, pendant que j'ai pris ce test? Après avoir pris ce test, est-ce que j'ai appris quelque chose? Quelle est la leçon que j'en tire? En fait, toutes ces règles doivent être établies en amont. Si les règles, elles changent au milieu du test, eh bien, c'est que tu ne testes plus la même stratégie et que ton test est invalidé. Imagine un sondage sur le taux de natalité en France, disons, peu importe. Et au milieu du sondage, plutôt que de scanner toute la population, on se dit tout d'un coup, ah bah tiens, on va faire ce test entre les 40 et 60 ans. Eh bien, on est d'accord que tout le test change et n'aura forcément pas les mêmes résultats que si on prend entre les 20 et 30 ans ou peu importe. En fait, c'est ça l'idée, c'est que si vous changez petit à petit des règles, même si ça n'invalide pas l'idée globale de votre test, eh bien, vous venez casser tout le processus de récolte d'informations pour avoir un bon résultat exploitable. Ensuite, dernier point, le critère d'échec, et c'est peut-être même celui-ci le plus important. Quel résultat t'obligerait à revoir ton hypothèse, à repartir
sur une série de tests. Parce que je vois trop de personnes venir me dire « Oui, Brice, j'ai 2 ans, 3 ans, 4 ans de backtest. » Ok, mais t'as 3 ans de backtest, mais qu'est-ce que t'as appris exactement? Est-ce que t'as vraiment besoin de tester 3 ans de data pour savoir si toi, au jour le jour, tu vas devoir et pouvoir utiliser cette stratégie? Qu'est-ce que tu as vraiment appris sur 3 ans de data? 3 ans de data, c'est énorme. C'est plus de 900 trades. Est-ce que sur ces 900 trades, tu en as re-regardé ne serait-ce que 15 pour savoir est-ce que c'est compatible à ta psychologie? Et pas juste à ce que tu vois en termes de data sur ton marché. Okay? Donc, dans les critères d'échec, tu peux être concerné par l'espérance, oui, le drawdown, le taux de réussite, le ratio moyen, la stabilité entre plusieurs périodes ou encore la dépendance à un contexte de marché très particulier. Alors je reviens rapidement sur l'espérance parce que je sais que ça va perturber certains. C'est quoi exactement l'espérance? L'espérance, à mes yeux, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti au moment de prendre ce trade. Ça veut dire que est-ce que au moment où la bougie, elle va taper, par exemple, mon order block, est-ce que j'ai tendance à me projeter, à me dire, ok, là, j'espère que ça va aller jusqu'à. Ou au contraire, à me dire, j'ai du mal avec cette position et j'ai du mal à croire en cette position. Et ensuite, regardez, finalement, à chaque fois que l'on vient retester cette zone de prix, est-ce que mon niveau d'espérance reste le même? Car si après 200, 300 backtests, j'ai toujours le même taux d'espérance qui peut être relativement faible, eh bien, c'est que cette stratégie n'est peut-être tout simplement pas du tout fait pour moi. Même si je vois qu'elle marche, je n'arrive pas à changer l'espérance que j'ai dans ce trade. Bon, je reprends. En tout cas, le chiffre exact dépendra de la stratégie, mais le chiffre exact de résultats, de tests, mais il doit exister avant que les résultats n'arrivent. C'est très important. C'est pas je fais 50 tests et si j'arrive aux 50, bon bah puisque j'ai pas encore les résultats escomptés, je vais continuer à pousser et c'est comme ça qu'on en arrive à des 2 ans, 3 ans de backtest d'une même stratégie. Non, dès le début. Ok, est-ce que ça marche sur 50 trades? Est-ce que ça marche sur 100, 200 trades? Ah oui. D'accord? Donc, si t'as pas défini toutes ces datas, tous ces paramétrages, ton cerveau, lui, il va forcément négocier à nouveau avec lui-même. Et tant qu'on y est, laisse-moi te dire un truc sur tout ce qui est backtest, forward test, replay. En vrai, le backtest, tu ne peux pas t'en servir n'importe comment pour tester des 1001 choses. Non, le backtest, il vient pour tester un élément précis. Pourquoi? Parce que le backtest ne te permet pas de travailler sur ton émotion, sur ton émotionnel face à l'avancée du marché. Ensuite, il y a des gens qui vont me dire, oui, non, mais moi, j'utilise le replay, bougie par bougie. Non, le replay, c'est pareil. Ça te permet de te mettre un petit peu en condition de marché, mais pareil, tu n'es pas face à l'attente que va te créer ta stratégie face au marché réel. On peut, je vais vous donner le meilleur exemple, on peut tester en replay de trader les consolidations lorsqu'on est en face de ces graphiques et que le marché, il est là en train de consolider pendant 30 minutes ou qu'il est dans une phase de seek and destroy et que on est dans l'incapacité de se projeter, c'est pas la même chose que quand je l'ai backtesté et que en 1 minute, j'ai fait passer 2 heures de consolidation. C'est totalement différent, ça n'a rien à voir. Okay? Pour moi, le seul test qui peut vraiment être prodiguer en tout cas un résultat très fort face à une stratégie que l'on est en train de mettre en place, c'est le forward test. C'est l'idée d'aller observer sur les graphiques sa stratégie à mesure que le vrai marché avance sans pour autant prendre de position. Je ne suis pas en démo, je ne suis pas en réel, je suis juste en train d'observer les marchés
de documenter, de mettre mes outils graphiques petit à petit à mesure que le marché avance et est en train de regarder ce que je vois. Et ça me permet de me détacher de la pression de performance et juste de me dire, ok, est-ce que ce que je vois correspond à ce que j'attends? Est-ce que je suis capable de repérer en temps réel ce que je vois? Bien sûr que le backtest et que le replay vont aider, mais ils vont aider à quoi? Ils vont aider à juste comprendre quels sont les éléments que j'attends. Maintenant, il faut aussi tester, est-ce que je suis capable d'attendre ces éléments? Tant que l'on ne fait pas ça, on n'est pas dans la capacité de savoir si notre stratégie marche réellement. Et attention, il y a aussi un autre piège. Le test peut échouer sans que ta stratégie soit mauvaise. En fait, certains traders, ils font l'inverse. Ils abandonnent leur stratégie à la première série de pertes et ils appellent ça de l'objectivité. Une stratégie probabiliste produit naturellement des pertes, parfois plusieurs de suite. Et une série négative ne suffit pas à conclure que l'avantage il a disparu. Le critère d'échec, en fait, il doit protéger les deux côtés. Il doit t'empêcher de conserver indéfiniment une stratégie qui ne tient pas à ses promesses, ok, mais il t'empêche aussi de jeter une stratégie valable simplement parce que tu viens de traverser une période inconfortable. L'objectif, c'est pas de réagir le plus vite possible. L'objectif, c'est de savoir à l'avance quel résultat mérite réellement une réaction. Et du coup, on en arrive au point fatidique, j'ai envie de dire. Est-ce que l'erreur vient de la stratégie ou de son exécution? Car c'est la difficulté la plus importante. Lorsque les résultats sont mauvais, on a souvent deux hypothèses qui deviennent possibles. La stratégie ne possède donc pas l'avantage attendu. Et deuxième point, tu n'as pas exécuté la stratégie qui était censée être testée. Pourquoi on parle d'avantage dans le cas numéro 1? Parce que on parle souvent de edge. Et le edge, c'est l'avantage que tu as sur les autres. Donc ta stratégie, c'est censé être ton edge, donc ton avantage face au reste du marché. Et en fait, c'est là que le journal il retrouve sa place. Il ne sert pas seulement à conserver le résultat du trade. Non, il doit aussi te permettre de distinguer plusieurs choses. Premièrement, un trade conforme qui finit en perte. Oui, ça arrive. Ensuite, un trade non conforme qui ne dit rien de fiable sur la stratégie. Tu dois pouvoir le documenter aussi. Troisième point, une règle devenue ambiguë et impossible à appliquer de manière constante. Parce qu'au début, tu as défini des règles, mais avec les essais, tu vas te rendre compte, est-ce que c'est vraiment applicable ou pas? Et en fait, si tu mélanges ces trois catégories, tu risques d'accuser ta psychologie quand c'est la stratégie qui est floue. Puis ensuite d'accuser ta stratégie alors que tu ne l'as jamais vraiment exécutée sur des marchés en temps réel. Tu vois, on a souvent cette habitude de dire que toutes les stratégies peuvent être rentables. Je prends des supports et des résistances, il y a des gens qui sont rentables avec. On prend les figures chartistes, les M, les W, TAS à ANS, il y a plein de choses qui sont divers et variées, mais qui peuvent être rentables, bien sûr. Mais c'est quoi le facteur commun entre ces choses-là? Est-ce que c'est le fait d'appliquer bêtement sa stratégie, ou est-ce que c'est le fait que un trader rentable avec une stratégie simple a finalement une stratégie qui correspond en tout point à ses attentes et à sa psychologie? Et ça, comment il a deviné? C'est parce que à force de faire, il a documenté et il a amélioré soit sa psychologie petit à petit, soit sa manière d'affiner, de peaufiner sa stratégie et ses entrées. Par exemple, sur support et résistance, plutôt que d'entrer dès que ça tape sur la résistance pour partir à la vente, eh bien, avoir des backups de sécurité. Est-ce que j'attends que la résistance soit d'abord percée et qu'on repasse en dessous pour rentrer en position? Est-ce que j'attends X ou Y raison? Un timing comme un horaire clé, ce genre de choses. Petit à petit, c'est ça qui va faire qu'une stratégie simple va être rentable. C'est parce que finalement, elle va commencer à ressembler, mais elle ne peut pas commencer à te ressembler si tu ne fais pas les efforts de travailler sur elle. Et finalement, à mesure que l'on approche de la fin de cet épisode, je veux te dire quelque chose. Définir un critère d'échec, c'est inconfortable. Ça veut dire que tu acceptes qu'un travail de plusieurs semaines, de plusieurs mois parfois, puisse conduire à la conclusion que ton idée, elle était mauvaise. Ok.
tu dois aussi accepter qu'un concept que tu sembles maîtriser ne possède pas, ou en tout cas peut-être aucun avantage dans les conditions où tu l'utilises. Tu te rendras peut-être compte que ta stratégie, elle ne marche que quand le prix il est directionnel. Ah ben moi je suis tout le temps à l'achat et ça marche très bien. Bah ouais, mais quand tu commences à regarder tes datas, tu te rends compte qu'en fait tu étais dans une phase d'achat du marché et que depuis qu'il est en vente ou en consolidation, tu n'y arrives plus. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas fait ton travail de recherche. Et parfois, le trader, il finit par ne plus protéger sa stratégie. Il protège plutôt l'image qu'il s'était construit autour d'elle. Il va voir passer des centaines d'heures à étudier, il l'a expliqué à d'autres personnes, il a enseigné, il a fait payer des gens peut-être pour sa stratégie. Lui-même a payé une formation où il a appris, pourquoi pas avant de la refourguer à d'autres personnes. Et maintenant, il veut que ce marché lui rembourse tout l'investissement intellectuel ou financier qu'il a déjà mis dedans. Alors, il va commencer à chercher des confirmations. Et chaque gain devient une enclume, devient un boulet à son pied. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas capable de se détacher de cette stratégie qui n'est finalement pas bonne. Et du coup, la question à retenir, c'est si je devais garder une seule stratégie, eh bien, qu'est-ce qui pourrait me prouver que ma stratégie ne fonctionne pas? Si tu ne trouves aucune réponse, ça veut dire que tu ne sais probablement pas comment la tester. Et si ta réponse est le prochain trade perdant, il est perdant, et bien ton trade, il est beaucoup trop fragile pour une activité de probabiliste. Alors j'espère que cet épisode t'a plu. On a pris un sujet un peu plus technique que les sujets précédents, mais ce que je veux en retenir, c'est que tu peux prendre une stratégie que tu utilises actuellement et essayer de compléter cette simple phrase. Je devrais revoir ou abandonner cette stratégie si. Puis tu vas venir ajouter les conditions précises, la taille minimale de l'échantillon, donc le nombre de fois que tu vas tester ta stratégie, et surtout le résultat qui déclenchera réellement la remise en question. Et une remise en question ne veut pas dire finalement tout mettre ta stratégie en entier à la poubelle, mais c'est essayer de revoir, de soulever les différentes pièces, les différentes pierres qui composent ta stratégie, excusez-moi, pour pouvoir justement la mettre à jour et la faire évoluer dans le bon sens. Alors, écris-le avant ton prochain backtest, ou en tout cas avant ton prochain bloc de forward test, pas après, mais bien avant. Parce qu'une stratégie qui ne peut jamais échouer, je ne cesserai de le dire, mais elle ne pourra jamais prouver qu'elle fonctionne. Ciao, ciao.